Bonsoir à tous et bienvenue dans La Bulle, votre rendez-vous cinéma de la chaîne Innovlive. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour un live autour d'Harry Potter et de l'univers d'Harry Potter. Parce que si on fait ce live, c'est à l'occasion de la sortie du 3e volet des Animaux Fantastiques que Majdeline, ici présente ce soir, est allée voir au cinéma. Bonsoir Majde. Et on sera accompagné d'un autre Potterhead que vous connaissez bien. Il s'agit de Alex. Enchanté. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les personnes présentes dans le chat. Je vous passe un coucou. Salut Michef, salut Michou Mifleur. Salut tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez vraiment pas à dialoguer, à poser des questions parce qu'ils ont vraiment toutes les réponses. On va essayer d'y répondre, hein. On va essayer presque tout. Bah on verra. En tout cas, on va voir. Donc le déroulé un peu de l'émission au sommaire. On va faire une première partie sur Harry Potter, les films, l'univers, les livres parfois, les théories aussi qui sont autour de la grande saga. Et puis progressivement, on arrivera dans la deuxième partie d'émission. On parlera des Animaux Fantastiques, 70 ans avant les événements de Harry Potter. Et puis, on posera des questions à Majdeline qui est allée voir le 3e film. Est-ce que c'est un bon film ou pas? Promis sans spoiler. Voilà, ouais. Critique sans spoiler. Mais elle vous donnera envie ou non d'aller voir ce 3e film des Animaux Fantastiques. On vient de passer le quai 9 3/4. On est de l'autre côté. Voilà, on a changé un peu de décor pour ceux qui l'avaient pas vu. Pour ceux qui n'avaient pas vu Ketchup Mayo ou quoi, on est passé de l'autre côté de la rue 9 3/4 pour cette belle émission. Majeur a enfilé son plus beau pull d'Harry Potter et on est ensemble pendant à peu près 1 heure. Voilà. On s'y met, on s'y lance. Allons-y. On s'attaque du coup à cette énorme saga de 8 films. 7 films mais 1 en 2 parties, les Reliques de la Mort partie 1 et partie 2. Voilà, qui ont commencé. Premier film en 2001, dernier en 2011. Donc pendant 10 ans, on a grandi, on a vécu avec Harry Potter. Certains ont commencé par les livres et ensuite ont continué. D'autres ont commencé par les films et ont tellement kiffé que se sont attardés aux livres. Comment J.K. Rowling, première question, a puisé ses inspirations, Majdeline? Eh bien, faut savoir qu'elle a toujours eu une imagination assez incroyable. Elle venait d'un petit village en Angleterre et en gros, elle a grandi près de la forêt. Elle a toujours été assez proche de la nature. Elle a fait des études littéraires qui ont été nourries justement et qui ont nourri son imagination. Elle s'est inspirée de beaucoup de mythes, de mythologie autant nordique, celtique, mais aussi égyptienne, enfin un peu tout ce qui existe. Et voilà, en fait, depuis vraiment son plus jeune âge, sa mère lui lisait beaucoup d'histoires. Et ça lui a causé des soucis parce qu'elle était toujours dans son bouquin en train de gribouiller, d'inventer des histoires à sa petite sœur, de créer des contes ou des jeux un peu fantastiques avec ses amis. Du coup voilà, c'est plein d'inspirations hyper variées, mais donc surtout nourries par la littérature et son appétence des livres et des mythologies. Des histoires fantastiques un petit peu. Ouais. Il y a eu pas mal, du coup, pour revenir sur la littérature, il y a eu Tolkien qui a été une référence, on va dire une grosse référence, presque on va dire 30% de ses refs viennent de Tolkien par rapport aux personnages, enfin beaucoup aux personnages, mais aussi aux créatures, etc. Tolkien, c'est celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Donc, on peut faire beaucoup de parallèles avec ça entre plusieurs personnages de Tolkien, du coup du Seigneur des Anneaux et de Harry Potter. Il y aura Gollum qui peut faire représenter à créature ou Dobby, un des deux, que vous choisissez. On a qui d'autre? On a le Nazgûl avec les Détraqueurs. On en avait d'autres évidemment. Gandalf avec Dumbledore qui fait du coup le grand magicien qui guide le héros jusqu'à la fin de sa quête, on va dire. Et il y en a sûrement d'autres. Après là j'ai donné les plus connus. Mais en gros. Il y a eu C.J. Lewis aussi qui a été l'auteur des Narnia. Je crois qu'il a écrit juste un petit peu après elle. Mais c'est 3 grandes sagas qui ont nous bercé un peu notre enfance. Ouais. Elles sont toutes un peu sorties au même moment et ont un peu les mêmes sources, on va dire. Voilà. Très bien, mais on va vous poser j'ai d'autres questions sur ces inspirations. Je continue de saluer le chat, vous êtes plus d'une dizaine, merci de nous suivre. Pour les petits nouveaux,
abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes QLF, vous la partagez sur vos groupes d'amis et vous faites monter notre belle audience. Mais salut Jolux, salut Alexis qui nous rejoint. Brococo qui nous dit que Alex est mieux sans casquette. Mais ouais, très bien. Il a fait le parti pris de repasser à la casquette. J'ai fait un choix. Et des fois, il faut faire des choix. Exactement. Voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes un peu sur la création et l'inspiration autour de certains personnages peut-être qui viendraient un peu de la vie de J.K. Rowling? Ouais. Plus que moi. Alors oui, peut-être, mais j'ai plus tout en tête. Je sais que Ronald, il est inspiré de son meilleur ami d'enfance, qui était aussi grand, roux, un peu dadais, toujours un peu à faire des blagues. Et je sais que ça, c'est une vraie inspiration. Enfin, il y a pas mal de gens de son entourage dont elle s'est inspirée pour ces personnages d'Harry Potter. Enfin, c'est toujours plus facile d'écrire sur ce qu'on connaît. Je sais que Pétunia, je crois que c'était comme une de ses grandes tantes aussi, avec qui elle s'entendait très mal. On a eu Ombrage, Ombrage, oui. qu'elle avait eu, qui était tyrannique, entre guillemets. À la fac, je crois. Et puis Rogue aussi, je crois qu'il est inspiré. Je pourrais plus dire de quoi. En fait, je sais plus que Rogue est inspiré, mais je sais plus c'est quelle partie de Rogue qui est inspirée, parce que du coup, il y a 2 Rogues, on va dire, entre guillemets. Il y a le Rogue du début, où on va dire qu'il est méchant, parce qu'on sait pas vraiment, et à la fin, du coup, des films, on apprend qu'il est beaucoup plus gentil et protecteur. Ouais. Du coup, je sais plus vraiment c'était quel côté de Rogue qui était inspiré pour avoir inspiré le personnage. Je pense que c'était le côté protecteur, parce que du coup, toutes les révélations de tout ce qu'il a fait, après, dans tous les films. Mais voilà, plein d'inspirations de pas mal de son entourage, de sa famille. La plupart de ses livres, elle les a dédiés aussi à ses enfants, ou à son mari, ou ses compagnons de vie, on va dire. Sa sœur aussi. Voilà. C'est une histoire de famille, en tout cas. Ouais. Au niveau des inspirations, il y a beaucoup de mythes. Du coup, on allait chercher un peu puiser les sorciers, etc. On l'a dit, de l'univers de Tolkien. Il y a d'autres choses aussi, des faits historiques. Ouais, tout à fait. J'ai ce super livre que vous pouvez trouver aux éditions Gallimard. Et en fait, c'est un peu un récap de l'exposition qu'il y a eu à la British Library concernant justement les inspirations et les mythes de J.K. Rowling. Et il est vraiment, vraiment incroyable. C'est une pépite d'informations. Il y a des gribouillages qu'elle avait fait avant même qu'elle n'écrive Harry Potter sur comment il ressemblait, la famille Weasley ou ce genre de choses. Il y a des pages de ses écrits. Il y a plusieurs chapitres, notamment la botanique, l'alchimie, certaines mythologies. Les sortilèges aussi. Et en fait, voilà, là on a les sortilèges. Et c'est vraiment... tout est recoupé historiquement avec des choses qui existent vraiment, du coup, ou qui ont existé, ou qui font partie de notre folklore ou de folklore de certains pays. Et du coup, c'est vraiment... par exemple, là, c'est les runes. Et c'est vraiment une mine d'or. C'est la British Library qui a fait ça et qui a monté toute cette exposition en collaboration avec J.K. Et c'est vraiment juste ouf, on pourra pas citer toutes les... Ouais, c'est ça. Mais là, on a un exemple de dragon, il y a aussi les chimères, il y a aussi... Enfin, sur les animaux fantastiques, il y a plein de choses. D'ailleurs, en parlant des animaux fantastiques, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a un nouveau reportage documentaire présenté par Stephen Fry, qui est un grand acteur anglais que vous connaissez peut-être si vous voyez sa tête. Et c'est lui qui a narré les livres audio anglais de toute la saga Harry Potter. Et donc il présente ce nouveau documentaire où il a traversé un peu le monde à la recherche de d'où étaient nés justement ces mythes. Et du coup, par exemple, dans le début, on voit que les dragons, ils sont inspirés en fait de 3 peurs que ont certains mammifères, qui sont les félins, les serpents et j'ai plus le dernier, mais en gros quand tu rassembles ces 3 animaux, enfin ces 3 bêtes, et que tu en crées un peu quelque chose, ça peut faire un dragon, parce qu'il y a des écailles de dragon. Bah oui. C'était l'aigle, enfin c'était les volatiles, les félins et les serpents, les reptiles. Et donc mixé, ça donne le dragon, plus mixé avec genre les dinosaures, les légendes des dinosaures, les fossiles des dinosaures. Tout ça en fait, ça nourrit ce folklore, cet imaginaire qui a créé finalement les dragons. Et aussi c'est un animal totem qui revient dans plusieurs
cultures, que ce soit la culture asiatique, américaine, africaine, nordique. Le dragon existe dans toutes les cultures, depuis tous les âges. Enfin voilà, c'est plein de recoupements comme ça. Il dure 1 heure, il est vraiment super chouette si vous arrivez à le trouver en streaming. Et voilà, ce livre extraordinaire. Mais c'est cool. Bible. Ouais, en vrai, ça regroupe vraiment toutes ces inspi et tout, parce que du coup, elle s'est pas juste contentée de suivre une mythologie en particulier. Elle a vraiment fait des recherches poussées. Enfin, après, c'est depuis son plus jeune âge. Hein. Là, on parle juste d'une grosse passion pour tout ce qui est tout le monde du fantastique. Quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, je sais pas si elle a créé des animaux, mais en tout cas, elle s'est inspirée dans ses créations de. Si elle a créé, en fait, c'est elle, si tu peux me le passer, les animaux. Non, les animaux fantastiques, ouais. Ah, mais ça reste des inspirations d'animaux mythologiques ou de folklore, etc. Oui, il y en etc. a qu'on peut retrouver partout. Ah oui, complètement. Bah, du coup, mais par exemple, les strangulos, c'est elle qui les a inventés, je crois. Les êtres de l'eau, la plupart, il me semble que c'est elle aussi. Et en fait, elle a tout répertorié là-dessus, quoi. Les différentes sortes de dragons, leurs spécifications, leurs classifications, enfin voilà. Ok. Ah, c'est vraiment. Non, mais de toute façon, c'est une œuvre qui est très bien élaborée, qui est très bien écrite. C'est une œuvre aussi qui est très bien adaptée. C'est vraiment, voilà, on va aborder un peu les films. Déjà, la trame, le lore général. De quoi ça parle, Harry Potter? C'est quelles sont les valeurs qui sont mises en avant, Alex? Et voilà. Et du coup, les valeurs mises en avant dans Harry Potter, en fait, on les retrouve dès le premier film et ça va suivre tous les autres films, en gros. Juste avec une phrase d'Hermione qui nous dit oui, Harry, blablabla, la bravoure, l'amitié, le courage. Et du coup, l'amour, c'est vraiment l'élément central. Et ensuite, du coup, bravoure, etc. L'amour, en gros, c'est la plus grosse magie, on va dire, qui est instaurée dans le monde d'Harry Potter et qui gouverne un petit peu tout, même les forces du mal, du coup, qui est bien expliqué dans les livres et dans les films, pour le coup. Donc, en gros, ils vont suivre cette ligne directive et ces valeurs-là sur toute l'intégralité des films. Ouais. Et voilà, en gros. Et je pense que c'est des sujets et des valeurs qui ne venaient pas forcément souvent dans les livres pour enfants, en tout cas à l'époque. Et le fait qu'elle les ait fait aussi évoluer avec les personnages, avec le temps. Moi, je sais que c'est pour ça que je suis une Potterhead, c'est que j'ai pu vraiment me retrouver dans plein d'aspects différents des bouquins, que j'ai appris des valeurs via les bouquins, sans forcément par mon éducation ou quoi, mais le fait de, par exemple, trouver dans ses amis une deuxième famille, que même si on vient d'un milieu pas facile ou quoi, on peut quand même s'en sortir. La fraternité aussi. La famille Weasley. Moi, c'est un parfait exemple. C'est un parfait exemple de famille soudée et vraiment il y a tout ce qu'il faut dans cette famille. C'est ça, ouais. Même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, au final, ils n'en ont pas besoin. En fait. Ils en ont pas besoin parce qu'ils ont tout ce qui est réuni un peu ça. Et la mère aussi, la valeur de la mère et de ce qu'elle représente et de ce qu'elle sacrifie ou quoi, elle est présente. Enfin, c'est un milestone de la saga, je trouve aussi. Et il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. La saga, complètement. En gros, elle remplace carrément la mère d'Harry, quoi. Oui. Et techniquement, puis tout part c'est ça. De ça, quoi, de sacrifice de Lily pour sauver Harry. C'est ça. Ouais. Les livres, de base, c'était pas une histoire qui était pour les enfants. C'était quand même des bouquins qui sont énormes et. Alors non, le premier il est là, le premier en anglais, et il était vraiment fait pour les enfants. Pour les enfants. Ok. Et en fait, quand elle a commencé à écrire Harry Potter, quand c'est vraiment venu, elle a écrit en fait en 1 an, elle a écrit les 7 chapitres. Ouais. Elle avait juste genre les personnages et les principaux faits qui allaient se passer dans les 7 bouquins. Et après, elle a commencé à développer tous les trucs. C'est pour ça que c'est un univers si riche aussi et si dense qu'on peut se noyer dedans. Parce que vraiment, c'est qu'il vit encore en fait. Au-delà même les films, les livres et tout sont terminés. Ok, il y a les animaux fantastiques, etc. Mais là, on parle pas du tout d'Harry Potter les 3/4 du temps. Enfin, du coup, j'ai pas vu tous les films. Mais du coup, on parle pas d'Harry Potter et c'est un univers à part, on va dire. C'est le même univers, mais c'est complètement des histoires à part. Ouais. Mais l'univers d'Harry Potter vit encore à travers du coup les fans, les sites, les fanfictions. Parce que du coup, il y a beaucoup de fanfictions qui sortent aussi en ce moment. J'en ai vu une, moi, j'ai pas vu celle que tu disais. Moi, j'ai vu. Celle audio. Ah, The Wizarding World. Voilà, celle-là. Ouais. Moi, j'ai vu du coup la fanfiction sur comment Voldemort est devenu Voldemort. Ok. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est The House of Guns, il est sorti super récemment. Voilà. Un hyper beau projet. Je crois qu'il est plus disponible sur Vimeo, mais si vous avez l'occasion de le retrouver, il était vraiment hyper bien fait. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que
c'était juste une histoire à la base pour enfants qui est devenu le livre, je crois que c'est le 3e livre le plus Ouais, c'est un traduit et le best-seller. plus vendu dans le monde. Mm. Il a été traduit, je crois, dans plus de 66... Non, il est dans plus de 160 pays et il a été traduit en plus de 60 ou 80 langues, je Ah crois. non, c'est une dinguerie. Et je crois que c'est derrière la Bible et je sais pas quoi, c'est Ouais. Harry Potter. Et aussi, la communauté qu'il a engendrée, elle est énorme. Ça a créé énorme, elle est de vrais active, Potterheads. Ouais, complètement. On a grandi, nous, parce on avait le même âge un peu que les persos principaux. Voilà, donc on a grandi avec eux, avec des thématiques de l'amour autour du 5, avec voilà, les premières romances, où nous, on était dans cet âge-là, où voilà, forcément, c'était des problématiques qui nous touchaient. Et du coup, on a créé pendant 10 ans, vraiment, comment dire, un lien, un parallèle entre les aventures d'Harry Potter et les nôtres. On a rêvé Et d'être dans on ce a monde-là, rêvé, quoi. on a rêvé, on a Moi, tous eu petit, les je déguisements, voulais y aller à etc. Poudlard, quoi. Même à 11 ans, je voulais ma lettre, quoi. On a tous attendu notre Ah ouais, lettre. alors, Ouais, mais racontez-moi un peu comment vous êtes devenu Potterhead et comment en fait s'est construit votre amour et cette passion pour Harry Potter. Moi, je pense, pour ma part, c'est le côté fantastique du truc. Ouais. En fait, quand t'es jeune et que tu grandis avec ça, t'as pas en tête le fait que ce soit impossible, tu vois. Enfin, t'as pas ce côté, ok, c'est romancé, c'est un livre, tu vois, tu te dis, bah vas-y, ça se trouve, ça marche. Et puis il y a tout le mythe que moi, pour le coup, mes parents jouaient le jeu à fond, tu vois, donc ils me disaient, ouais, t'auras ta lettre, etc. Ils me montraient des vidéos, des photos de ce que tu veux de Poudlard, tu vois. Mon père faisait des petits montages à la con en faisant croire qu'il était parti à Poudlard et tout, tu vois. Genre parlait avec le directeur, c'était très drôle. Il avait juste pris un screen du film, il a mis sa gueule dessus, tu vois. Et c'était très rigolo, il a joué le jeu à fond. Et en vrai, du coup, moi j'étais très con, j'y ai cru, mais voilà, j'y ai cru à fond. J'ai retardé ma lettre, je l'ai jamais reçue. Mais bon, c'est pas grave. Mais non, c'est juste le côté où tu t'imagines même pas que c'est pas possible, quoi. T'imagines pas que c'est impossible, que ça existe pas. Parce que du coup, même ça existe en vrai, le château existe vraiment. Il y a vraiment le chemin de traverse qui a été refait, etc. Donc en fait, tu peux y croire vraiment. Tu vois. Il y a un Et parc pour les jeunes, c'est d'attractions qui est incroyable. ouvert, qui doit être phénoménal. Il y a pas d'attraction, il y a plein de trucs, quoi. Ils vendent même des kits de voyage maintenant, spécial tournage ou bien lieu important où des scènes où ont été tournés les films. Et c'est vraiment genre. On te fait ton voyage tout autour de ça, quoi. Mage 2, toi, tu t'es d'abord pris les films et ensuite t'as abouti sur les livres, ou d'abord les livres et ensuite... Non, moi c'est mon premier vrai livre que j'ai lu, c'est-à-dire que j'étais en primaire, quoi. Donc, j'avais lu les trucs comme Max et Lily et les trucs comme ça, mais mon premier vrai roman, c'était ça. C'était ma première vraie lecture et je suis tombée dedans, mais littéralement. Et pour moi, c'était vraiment salvateur dans le sens où, je sais pas, on va dire que j'ai eu une enfance un peu chelou, tu vois. Et pour moi, c'était vraiment un moyen de sortir de ma réalité. Et du coup, dès que je commençais à lire, c'est bon, j'étais vraiment dans Poudlard avec eux. C'était vraiment, genre, je lisais comme si c'était mes amis, comme je ressentais ce qu'ils ressentaient et tout. Et moi, je me suis vraiment imprégnée totalement de tout cet univers-là. Et je me rentrais dans une bulle, en fait. Et pour moi, ça a été vraiment salvateur, parce que du coup, je passais beaucoup de temps à lire, beaucoup de temps dans mon coin, parce que ma petite sœur, elle jouait toute seule entre elles, et moi, j'étais toute seule à côté. donc j'avais juste mes bouquins, quoi, et je suis vraiment tombée là-dessus. Et après, il y a eu le premier film qui m'a conquis. Donc déjà, j'ai adoré les livres. Mais après, le premier film était vraiment... C'est vrai qu'à l'époque, quand tu le vois avec des yeux d'enfant, le premier film, tu prends une claque en vrai. Tu te dis que c'est incroyable, c'est trop cool, je veux être à sa place. Parce que, en fait, quand tu le lis, c'est ton imagination qui crée tout dans ta tête. Et ça, déjà, c'est incroyable parce elle a une façon d'écrire qui permet ça vraiment bien. Et quand tu le vois en film, en tout cas pour le premier, c'est au mot près la même chose. Les scènes, c'est vraiment l'adaptation, elle est pratiquement parfaite. C'est ce que tu voyais dans ta tête, tu vois. Et le fait qu'elle ait participé justement du coup à la création des films et qu'il y a eu cet enchaînement. Enfin, moi, dès que un nouveau livre sortait, j'allais à la librairie, je faisais la queue pendant des heures pour avoir mon bouquin. Je passais des nuits sous la couette avec ma lampe de poche pour pouvoir lire la suite. J'arrivais pas à dormir. C'était vraiment une drogue, quoi. Toi aussi, c'est d'abord les livres et ensuite les films? D'abord le premier livre et les films juste après. Et du coup, les films, pour vous, c'est des bonnes adaptations, c'est des très bonnes adaptations. Comment vous vous êtes pris les films Harry Potter? Parce qu'après, on va y venir un peu à des théories derrière les films, mais si vous deviez
nous parler un peu de ces films, de ce que vous avez ressenti, peut-être le film que vous avez le plus plu, celui où vous avez eu... Moi, mon préféré, je pense que ça restera... pour la nostalgie, c'est le premier, mais en matière de vrais films, que si j'ai envie de regarder un film Harry Potter, ce sera pas forcément le premier que je regarderai. Ce sera, je pense, le 5. C'est pas le préféré des gens. Ah non, ouais. C'est vraiment pas le préféré des gens, mais en fait, j'aime bien, c'est l'introduction C'est plus politique, C'est vraiment cette introduction au vrai monde. C'est le vrai monde adulte et tout. C'est à partir de là qu'il y a une coupure, en fait. Ouais, bien sûr. Il y a l'introduction de Voldemort dans le 4, à la fin du 4, mais on voit vraiment déjà les ravages qu'il a fait en un été. Ouais. Enfin, tu les vois à partir du 5. Je sais c'est pas le préféré, mais je trouve que c'est le plus complet. Ouais. Et celui qui a introduit le plus de choses pour la suite. C'est le moins aimé parce que c'est le livre le plus dense. Ah oui, par contre, oui, le livre est horrible. 1053 le livre pages. Est horrible, mais... Combien 1053 pages. Mais moi, c'est aussi un de mes préférés parce que justement, en fait, on dénoue tellement de choses, on explique tellement de choses, et alors la plupart des gens ne l'aiment pas en fait, parce qu'il est trop posé. Ils aiment pas le film parce que justement, le livre est énorme, et dans le film, tu oublies, mais en fait, ils ont pas le choix. Tu laisses passer tellement de trucs. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que pour moi, les adaptations, elles sont vraiment chouettes, elles sont vraiment réussies. Ils ont dû faire des sacrifices, ça c'est le lot de toutes les adaptations. Donc, en tant que... Enfin, on peut jamais être entièrement satisfait parce qu'on peut jamais égaler les livres. Les livres, c'est vraiment... en plus de connaissances et tout, mais le 5 est tellement fourni. Enfin, c'est le plus gros livre de la saga et c'est celui qui a le plus de détails. Et c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est celui qui fait la coupure entre deux mondes, en fait. Tu sors de l'enfance, quoi. Pour moi, c'est le 3. Tu vois, mon préféré. Alors, il y a le... Moi, c'est ce que nous dit Jenner dans le chat, qui nous dit le 3e est ouf. Le 3e est cool, tu vois, mais il est... Enfin, j'aime pas la manière dont il est fait. Tu vois, le côté... Le film ou le livre ? Le film. Ok. Le livre, j'ai adoré. C'est la manière... c'est le bordel retourneur de temps et tout qu'on a dans le 5 aussi, mais qu'on le voit pas dans le film. Mais du coup, en gros, c'est le côté où il n'y a pas vraiment d'ennemis à la fin, tu vois. On a été gâtés, entre guillemets, avec à la fin du 1, il y a un ennemi, à la fin du 2, il y a un ennemi, tu vois. Et tu trouves le 3. Ça casse. Mais le 3, c'est pour ça que c'est ça a été mal fait. Après, c'est bien, j'ai bien aimé, je dis pas. Ouais, il a été bien réalisé quand même, mais c'est vrai qu'il manque... il manque... Enfin, je trouve qu'il manque un truc pour comprendre vraiment le bordel, tu vois. Mais en fait, c'est le problème de tous les films. Ouais, au niveau cinéma, il vient vraiment faire une cassure entre les deux premiers. On est vraiment dans un univers magique, voilà, avec mais toujours très enfant. Et le 3e est tellement dark que ça vient... J'ai fait des cauchemars avec le Garou, par exemple. Complètement. En fait, c'est que là, le 3e, c'est à partir du 3e où un ennemi extérieur, bon, pour le coup, c'est pas un ennemi, mais un ennemi extérieur à Poudlard arrive, et du coup, ça casse un peu ce côté scolaire. Ce côté, genre, on est dans l'école, et en gros, il y a des murs qui nous protègent, et voilà. Là, il y a un ennemi extérieur à Poudlard qui arrive, en plus, il y a des trackers, etc. Il y a tout ce côté, ok, ça rigole plus, qui s'instaure à partir du 3. Mais évidemment, enfin, moi, je préfère le 5 parce que c'est là où il y a vraiment Voldemort, quoi. Le grand méchant que tout le monde attend, il est vraiment là, tu vois, et tu le vois, et tu le vois agir. Alors que bon, à la fin du 3, le genre, le méchant, en fait, tu sais qu'il va venir, du coup. Le méchant est plus méchant, en fait. Et moi, j'ai bien aimé justement ça, qu'on le maléfie pendant tout le film. Et à la fin, on se rend compte que c'est une victime d'une grosse manigance. Pareil, si on n'a pas vu, si on n'a pas lu les livres, on le sait pas. Il y a comment t'appelles ça dans les films, un contre-pied. Non, justement, si t'as pas vu les livres, c'est un vrai retournement de situation. On te met vraiment... j'ai un trou, mince. Sirius Black dans le rôle du méchant. Et puis il y a ce contre-pied où en fait on se rend compte que pas du tout, c'est juste la victime. C'est une grosse victime, quoi. Et du coup, il y a eu plein de trucs, du coup, que de verre, c'était lui le vrai méchant, tu vois, qui était là depuis le début, on le voyait depuis le 1. Quoi. Ouais, mais c'est ça que moi j'adore, c'est que des twists, que des retournements de situation. Voilà, c'est ça, le twist. Et le fait de retourner dans le temps et de revenir, enfin, cette genre d'analogie du temps là, elle était incroyable aussi. Et j'ai trouvé que c'était le plus abouti. Je sais pas, c'est vraiment cette cassure entre le monde de l'enfance et là on rentre dans le vif du sujet, quoi. Jeanne qui nous dit les livres aussi lus au moins 5-6 fois, donc on a une autre Potterhead dans le chat, il y en a sûrement d'autres. Parlez-nous un peu des théories what the fuck et qui peuvent débouler des films ou des livres, mais voilà, bien sûr que les livres s'arrêtent du coup à la fin des Reliques de la Mort partie 2. Ça va poser certaines questions.
on a eu le temps un peu de manger notre pain, de trouver des théories pendant. Il y a énormément de personnes qui ont cherché des théories un peu farfelues, qui ont été vérifiées, jusqu'à celles qui ont été genre complètement c'est faux et puis c'est tout. On va commencer avec Majeux qui va nous parler des théories qui se sont avérées possibles, déjà légitimes, crédibles. Quelles sont les théories un peu folles mais qui finalement ont trouvé des réponses positives? La première qui avait beaucoup secoué la toile à l'époque, c'était que en fait Neville était potentiellement l'élu en fait. Parce qu'en gros, la prophétie que Trelawney elle fait à Dumbledore quand la nuit où elle est engagée pour être professeure, donc 16 ans avant, elle lui dit que voilà, aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit, machin, et que la personne qui vaincra Voldemort sera née à la fin du 7e mois. Ouais. Et la fin du 7e mois, c'est juillet. Et en fait, Harry est né le 31 juillet, mais Neville est né le 30 ou je sais plus exactement. Ouais, c'est juste un jour avant. Juste un jour avant. Et en fait, c'est pour ça que Bellatrix, elle a torturer ses parents. Ça aussi, on en parle très rapidement dans les films, mais c'est bien expliqué dans les livres. Parce qu'ils voulaient éliminer toute chance, en gros, que ce soit un des deux. Et en fait, c'est Rogue, en trahissant un peu son intérêt pour les Potter, à cause de Lily, qui a mis en danger, en fait, les Potter chez Voldemort. Et c'est pour ça que c'est quand Voldemort a choisi Harry, de tuer Harry, qu'il a personnifié, enfin qu'il a... Ça, en gros, tant que tu ne crois pas à la prophétie, elle va pas se réaliser. Mais à partir du moment où tu y crois, et là il y a cru, et il a cru que c'était les Potter, et ben c'est Harry qui est devenu l'élu. Mais ça aurait potentiellement ça aurait pu être Neville, ou personne en fait. Neville. Parce que faut pas oublier, du coup, Voldemort c'est juste quelqu'un de très paranoïaque, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, comme tu dis, la prophétie n'aurait pas eu lieu si juste il avait dit, bah non, c'est pas vrai, tu vois. Ouais. Parce qu'en gros, il a créé son Némésis, tu vois, juste parce qu'il a balancé un sort et du coup, grâce au pouvoir de l'amour, etc. En gros, il a créé genre quelqu'un qui est capable de le battre, tu vois. Il l'a fait tout seul en fait. Ouais, c'est ça, il s'est niqué tout seul. Une deuxième théorie la deuxième théorie, c'est que Dumbledore aurait été le maître de la mort. Donc, si on revient dans le 7, le conte des 3 frères, avec la baguette de Suro, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité qui forment à L3 les reliques de la mort, et ben à un moment, Dumbledore il les avait les 3. Il avait récupéré avant qu'ils détruisent la bague des Gaunt qui était l'héritage de Voldemort. C'était la pierre de résurrection. Il avait la cape d'invisibilité avant qu'il la redonne à Harry dans le 1 parce que c'était James qui lui avait prêté. Et il avait la baguette de Suro quand il a vaincu Grindelwald. Et du coup, à un moment, il avait les trois artefacts, et donc il était potentiellement le maître de la mort. Et en plus, c'est étayé cette théorie par le fait que quand Harry meurt de la main de Voldemort dans le 7, quand il se laisse mourir dans la forêt interdite, c'est Voldemort qui l'accueille dans la gare de King's Cross tout en blanc, et qui l'accompagne dans son cheminement avant qu'il revienne à la vie. Et plein de choses comme ça, donc Dumbledore, maître de la mort. Je sais, c'était vérifié quoi. Ça c'était vérifié, et puis il y avait une autre théorie liée à ça, qui était que Harry était un descendant du conte des 3 frères. Donc en fait, le conte des 3 frères avec les 3 artefacts, ce serait supposé basé sur la famille Pévrel, Ignotus, les 3 frères. Ouais. Et du coup, en fait, un des descendants du père de Harry serait un Pévrel. Et c'est pour ça qu'il aurait en fait hérité James de la cape d'invisibilité. Voilà. Très bien. Des théories plus what the fuck, alors, toi c'est des théories très rigolotes. On a eu, très rigolotes qui ont, en fait, ça a fait beaucoup jaser, on va dire, et jusqu'à ce que ce soit démenti par l'auteur, etc. On avait au début Ron et Dumbledore, c'est la même personne. Donc en gros, parce que juste, en gros, c'est un peu toujours pareil, hein, dès qu'il y a un roux dans l'histoire, ils sont forcément dans la même, soit la même personne, soit la même famille. Mais du coup, en gros, Dumbledore, quand il était jeune, tard à l'époque, hein, comme on dit, en gros, il était roux, et il avait les yeux bleus aussi, donc comme Ron, et il y avait d'autres trucs aussi par rapport à sa blessure au genou, il y avait autre chose aussi, je crois, qui prouvait, entre guillemets, ça. En gros, c'est vraiment parti très loin, le moindre petit détail était fait pour que ça matche, tu vois, le truc.
Et au final, ça a été démenti. Il y Bon, avait elle a le mis du temps remonteur avant de de temps, non, démentir. il y avait pas un truc avec le remonteur de temps? Il y avait le remonteur de temps aussi qui, en gros, il savait déjà, enfin, il savait s'en servir, etc. Donc, enfin, voilà. Ou alors qu'il y avait que Ron qui était resté blessé à ce moment-là avec le Ouais. retourneur de temps, et du coup, voilà. Donc, en gros, il savait déjà ce que c'était. Enfin, bref, il y avait tout plein de trucs, et elle a mis du temps avant de le démentir parce que bah, je pense qu'elle devait se marrer un petit peu en même temps. Genre, parce que vraiment, tous les petits détails bidons, en fait, qui marchaient, et du coup, tout le monde était mais c'est sûr. Ouais. Il y avait ça, et il y a eu aussi. Là, celle-là, elle a fait beaucoup, elle a parlé un peu moins. En gros, on a entendu surtout parler de Dumbledore et Ron. Il y a eu Drago Malfoy est un loup-garou aussi. Du coup, c'est arrivé un peu après, enfin, pendant le 6 et un peu après Ouais, c'est ça. la fin du 6, Fin quoi. C'était 200, pas mais- tout ouais. au début. En gros, parce que bah, du coup, on voyait Malfoy de plus en plus décrépit, fatigué, avec des cernes énormes, pâles, livides et tout. Et en gros, on pensait que, bah, du coup, comme ça faisait un parallèle avec Lupin, etc., quand, dans le film 3, on le voyait de plus en plus, au fur et à mesure du film, bah, de plus en plus fatigué, triste, absent même. Et du coup, en gros, on s'est dit, bah, il y a Greyback qui est un loup-garou au service de Voldemort, qui, pour punir le père de Drago, qui avait pas réussi à récupérer la prophétie, donc dans le 5, bah, du coup, il a mordu Drago. Parce que du coup, on connaît un petit peu le feedback de Greyback, tu vois. Bon, du coup, c'est beaucoup de back. Et du coup, on connaît un petit peu son histoire et on sait qu'en gros, son objectif, c'est de mordre le plus, enfin, de créer le plus de loups-garous possible. Il adore ça, et surtout, du coup, quand ils sont jeunes, tu vois. Donc, bah, du coup, Malfoy était jeune. Et ça a été démenti aussi, donc c'est pas un loup-garou, tout va bien. Très Fan bien. de Drago, vous inquiétez pas. On va continuer cette partie sur les films avec l'analyse de plusieurs screens. Voilà, vous allez nous apporter votre œil d'expert et nous va expliquer quelques scènes. Je vous laisse les présenter, je te laisse prendre la main complètement sur cette chronique parce que moi je suis en loin gros, du ta retour. chronique. Ouais. On s'est rendu compte que nous qui avons lu les livres, il y a plein de choses qui manquent dans les films. Et que si vous avez juste vu les films et que vous avez jamais lu les livres, il y a plein de choses que C'est vous toi, ne le pouvez mec. pas comprendre et qui sont pas expliquées correctement. Mal ou ouais. Pas ou mal. Pas en fait. du tout, ouais. Et qui s'est complètement ellipsé. Et du coup, on a choisi quelques scènes. On a pris juste un screen d'un personnage ou d'un moment et on va vous On expliquer va ce qui vous essayer de manque. vous expliquer au mieux. Voilà. Allons-y. Alors ça, c'est Harry. Ça, c'est le miroir de Sirius qu'a Harry dans le dernier, justement. Et je crois qu'il le reçoit en cadeau Il le dans reçoit en le cadeau. 5 Ouais, à dans le 5. Noël. En gros, Sirius, pour Noël, lui offre un miroir qu'il utilisait avec son père pour communiquer. Donc chacun avait un miroir. Et en disant le nom de la personne, tu pouvais communiquer avec cette personne, même si elle était hyper loin. Ça ouvrait un portail, quoi. Un peu comme les tableaux à Poudlard, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et quand Sirius meurt, Mondagus vole une partie de ce miroir dans la maison des Blacks. Et Harry retrouve que ce morceau. Et du coup, c'est le seul moyen qu'il a de communiquer. Et en fait, pendant tout le long du film, on voit que c'est un œil bleu. Et qu'on se rend compte à la fin, du coup, que c'est Belfort. En fait, lui, il croit que c'est Dumbledore. C'est ça. Qu'il n'est pas vraiment mort, ou alors qu'il rêve et tout ça. Mais en fait, c'est Belfort, le frère de Dumbledore. Voilà, en gros. Et ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Hein. C'est juste, du coup, en gros, il pensait être guidé par Dumbledore tout le long de sa quête aux Horcruxes. Et au final, c'était le frère de Dumbledore qui le gérait. Mais ça, on le voit, du coup, il explique un petit peu au film, mais on n'explique pas vraiment comment il l'a eu, en fait. Ouais, comment il a ce miroir, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, c'est un cadeau, tout simplement, de Sirius. Rufus Scrimgeour, je sais pas. Scrimgeour. Je sais pas comment ça se prononce. Ministre, alors ancien directeur du bureau des aurores du ministère de la magie et futur ministre de la magie. Et même ministre de la magie, hein, tout court. Dans le dernier, ouais, c'est lui qui prend le relais. Et en gros, on a choisi ce personnage parce que dans les livres, on le voit. Enfin, on le sait plutôt, mais en gros, il y a une relation entre le monde moldu et le monde des sorciers. Et en fait, à chaque premier ministre élu moldu, le ministre de la magie, il vient se présenter au ministre moldu. Bon, il tient au jus, quoi. Il montre l'actualité. En fait, il tient au jus s'il y a vraiment un problème grave d'ordre mondial, quoi. Ce que les moldus doivent être au courant, quoi. Au courant, et il passe en fait par le premier ministre. Et en fait, ça, on l'apprend dans le 3. Quand Sirius Black s'échappe, t'as Fudge qui va aller voir le premier ministre moldu pour dire que y a un criminel qui s'est échappé. Et du coup, en fait, dans une des scènes dans le film, on le voit très très rapidement.
on entend la télé qui tourne et le journal qui dit qu'il y a un criminel qui s'est échappé, et ben en fait ça parle de Sirius Black. Ça parle de Sirius Black, ouais. Et pareil dans le, C'est mieux expliqué dans le les livres, 5 du coup. Ouais. ou dans le Dans le 6. bah c'est à la... non, c'est dans... pas dans le 5 parce qu'il y croit pas, mais du coup c'est dans le 6. Dans le 6, ouais. Fin quand... du 5, début 6, je crois. Oui, c'est ça, Dans quand il y a l'été. les disparitions de Moldus qui commencent à arriver, qu'il y a plein de trucs comme ça qui commencent à se passer dans le monde des Moldus et que c'est suspect, ben Scrimgeour, du coup, Bah, il va prévenir. Non, c'est même pas lui, c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Bah non, il y a eu Fudge, après c'était c'était... C'est Kingston. Non, Kingston, c'est lui qui devient le ministre de la magie à toute la fin. Ok. Bah, du coup, mais c'est lui qui va prévenir le Premier ministre. Oui, voilà. c'est ça. Non, il assure sa sécurité. Oui, voilà, mais il a prévenu aussi. Il a prévenu aussi, ouais. Mais il assure sa Il assure sa sécurité aussi. Donc en gros, il y a un lien entre les deux. Troisième photo. Ah, on en a fait que 2. Il y en a tellement. Ouais, on va les avancer, mais il y a des choses sympas à dire à chaque. À chaque, ouais, en gros. Le prince de Sang Mêlé. Pourquoi le nom du prince de Sang Mêlé? Je pense que c'est ça là. Ouais, genre, pourquoi on l'appelle comme ça du coup? Ben, en gros, parce que sa mère, à Rogue, c'est une sorcière qui s'est mariée avec un moldu, mais elle s'appelait Eileen Prince. Et en fait, il a fait un jeu de mots, en gros, en prenant son héritage, donc le fait qu'il est un sang mêlé, qui détestait son père, qui le violentait, et son nom, le nom de sa mère, Prince, donc Prince of Half-Blood. Prince, ouais, c'est ça, le prince de sang mêlé. Next one. C'est créature. Ouais. Alors pourquoi créature en gros, c'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi créature obéit à Harry? C'est pas vraiment expliqué. En gros, ouais, c'est ça, c'est que dans le film, Créature, il est hyper vilain. Il arrête pas d'insulter Harry et ses potes. Et à la fin, en fait, il lui obéit et on sait pas pourquoi. Et en fait, il faut savoir que quand Sirius meurt, vu qu'il était le propriétaire de la maison et donc le propriétaire de Créature, il était obligé de lui obéir. Et quand il est mort, il a légué la maison des Blacks et du coup Créature à Harry. Et donc, c'est pour ça que Créature est obligé de répondre et d'obéir à Harry, mais il le fait pas de bon cœur au début, et il fait vraiment le bâtard, on va dire, au début. Et en fait, à la fin, Harry fait un geste envers lui, il lui offre le médaillon de son maître, de son premier maître, du coup. Ouais. Bah, du maître qui respectait le plus. C'est ça, parce qu'en fait, il y a toute une backstory aussi avec Créature, comme quoi, en fait, il est le frère de Sirius, Regulus, et il était proche, c'était un mange-mort, il était proche de Voldemort. Très proche de Voldemort. Mais non, enfin, il était proche de Voldemort, mais c'était un espion. Oui, pour le compte des... Enfin non, c'était qu'il était proche, il était pour Voldemort au début et il s'est rendu compte que c'était un fou, quoi. C'était un fou et il a changé de camp. C'est ça. Il était très proche de Créature aussi. C'était le seul à peu près de la famille Black qui s'occupait de Créature, vraiment, quoi. C'est pour ça qu'ils avaient un lien si fort. Ouais. Et du coup, quand Harry lui a rendu du coup son médaillon, donc il a été au courant de toute l'histoire, il lui a rendu le médaillon. Parce que Voldemort, en fait, avait demandé à Régulus d'emprunter... Créature pour tester les défenses magiques dans la grotte là qu'on voit dans le 6. Dans le 6, la boisson que Dumbledore boit dans la potion, la potion, en gros Créature il a dû boire un sacré paquet. Ouais, pour tester justement que ça fonctionnait. Et c'est comme ça qu'il connaissait l'emplacement de la grotte. Et c'est comme ça qu'il a pu amener Régulus là-bas et que Régulus a pu échanger les 2 médaillons. Et du coup, quand Harry lui rend le médaillon, il est là en mode... Merci beaucoup. Et il devient gentil avec eux et ils leur font des bons petits plats. C'est ça. Donc, ça, on le voit pas du tout, non. Ok. Les maraudeurs. C'est les maraudeurs. Ah oui, qui sont les maraudeurs? Les maraudeurs sont... C'est un peu le père de Harry, Lupin, Croutard, du coup, Petit Gros et Sirius. Et ça, en fait, ça a amené dans le 3, mais on parle... Enfin... Genre, il n'y a pas trop d'évocation par rapport à la carte, le fait qu'on apprend que c'est ses parents, enfin, que c'est ses amis, enfin, les maraudeurs. Dans le film, on ne sait pas que c'est ses parents. Enfin, on le sait peut-être à la fin, et je suis même pas sûr. En gros, Lupin donne juste les pseudos, donc du coup, de lui et d'autres. C'est ça, mais il le dit pas tout de suite, il le dit à la fin. Je sais pas s'il le dit à la fin du 3. Vraiment que c'est son père. Je crois pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça explique en fait. Les maraudeurs expliquent le fait que Rémus, quand il est prof, eh ben, il sait comment fonctionne la carte, il est capable de la fermer, de l'ouvrir, enfin de l'utiliser, quoi. Ça explique aussi pourquoi la carte elle est si méchante envers Rogue, parce que du coup, il pouvait pas se blairer. Il pouvait pas se blairer.
Et puis On apprend du coup les surnoms, pourquoi les surnoms, et du coup aussi pourquoi ils sont devenus des Animagus. animagus et tout. C'est ça, et en Donc, on fait sait ils tout sont ça. devenus des animagus parce qu'ils ont découvert le secret de Lupin qui était un loup-garou, Qui s'est fait mort par Greyback d'ailleurs. qui s'est fait mort par Greyback parce que son père l'avait mal parlé qu'il au avait pas- ministère. Je sais pas si c'était ça, je crois que c'était parce qu'il avait pas payé un tel truc. Bah, en tout cas, J'apprends tellement de choses. Ah En tout cas, il s'est retrouvé. En tout cas, le J'apprends père tellement de de choses. Lupin, il travaillait au ministère. Et Greyback s'est retrouvé pour une amende ou une C'était connerie vraiment comme un ça. truc, voilà. Et en fait, le père, il a dénigré parce que le gars, c'était un loup-garou. Et pour se venger, il a mordu Lupin. Voilà. Et Et du coup, voilà, ils sont devenus des Des animagus Pour l'accompagner, parce que du ouais. coup les loups-garous n'attaquent pas les animaux de base, sauf si les animaux les attaquent. Ouais. Mais du coup de base ils les attaquent pas, ils jouent plus ensemble qu'autre chose, tu vois. Mm. Du coup ils ont tous créé leur propre animagus, et on sait que du coup Petit Gros il se mettait en rat parce qu'il pouvait pas faire mieux. C'est Ouais. pas un choix. Ouais. Il pouvait vraiment pas faire mieux. Et c'est tout. Et c'était le seul aussi qui prenait, qui gardait après l'apparence un peu du rat. Donc on le voit un peu, petit peu Petit Gros qui ressemble un peu à un rat de tête Ouais, avec bien les sûr. canines et tout. Mais il y avait aussi une qu'il était pas bon, en utilité, parce que du coup, Dumbledore avait mis la cabane hurlante à disposition de Lupin pour faire ses transformations en toute sécurité sans mettre en danger les autres. Et en fait, Petit Gros, son utilité d'être un rat, c'était qu'il pouvait aller Sous le solcogneur pour toucher le petit bouton qui ouvrait la trappe et qui immobilisait l'arbre pour qu'il puisse les autres passer tranquillement sans se faire blesser. Très bien. Il reste encore une image. On peut en faire une dernière, oui. Alors, on en fait une dernière. Ben, Petit Gros, en gros, ça c'est une scène qu'on voit pas dans le film, mais vous savez quand ils sont dans le 5, non c'est dans le 7, quand ils sont attrapés dans la forêt, qui sont emmenés au manoir des Malfoy, qui sont enfermés dans la cave en bas, et qui voient Ollivander et Luna, et ben ils les font échapper, et ensuite ils s'échappent, et il y a que de verre qui vient. Parce que Petit Gros a une dette envers Harry. C'est pour ça qu'il lui ouvre la porte. C'est ça. Et non, il ouvre parce que c'était noir et tout. Sauf c'est que pour ça dans qu'il le ferme film... pas la porte. Plutôt. Oui, c'est. Je crois que c'est ça. Hein. Il ferme pas la porte en fait. Ouais, mais en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent s'échapper. Ben, ça, c'est dans le film, hein. ils vont juste lui faire un petit. C'est Dobby en fait qui. Oui, dans le film, il immobilise, mais dans le livre, c'est pas ce qui se passe. Non, dans le livre, c'est pas ce qui se passe. Et en gros, ils se fight pour sortir de la cave quand Queue de Verre arrive. Et Queue de Verre tient avec sa main en argent Harry. Et il est sur le point de le tuer. Et Harry lui dit, vous avez une dette envers moi, que je vous ai sauvé la vie. Et du coup, il est obligé de défaire son attache. Sauf que c'est la main que Voldemort lui a créée. Et qu'elle était ensorcelée par le... Genre, elle devait tuer Queue de Verre s'il trahissait Voldemort. Exactement. Et donc, en fait, quand il a ce moment d'hésitation, qu'il relâche Harry pour le libérer, et ben sa main, elle se retourne contre lui. Et en fait, à ce moment-là, en fait, il meurt. Ils essayent, Ron et Harry, de l'aider à détacher de sa propre main, mais en fait Petit Gros il meurt à ce moment-là par sa propre main parce que il a trahi quoi. J'ai envie d'en continuer, là on en refait une en plus parce que moi je m'éclate, ouais. J'apprends énormément de choses. J'apprends vraiment des trucs. Ah, t'as dit Lupin. Ah oui. En ça fait... va être rapide en vrai. Ouais, vas-y. Je vais la faire. En gros, c'est. Mais du coup, là, c'est la famille de Lupin, du coup, donc le loup-garou, etc. Avec sa femme, c'est Tonks. Ouais. Et leur fils, Eddie. En fait, dans le 7, il y a Tonks qui essaye de faire... tu sais, quand tout le monde essaye de se changer en Harry Potter, pour faire les 7 Potter, pour faire la diversion, là, pour quand ils vont aller se barrer de 4 Private Drive, et ben, il y a Tonks qui essaye de faire une annonce. Elle prend la main de Lupin, elle dit on a une bonne nouvelle à vous annoncer, et là il y a Folleuil qui la coupe. Ouais, qui fait pas le bon moment. Et il fait pas le bon moment, et en fait là elle allait annoncer qu'elle était enceinte, et que Tonks et Rémus allaient se marier, et en fait donc ils se marient et tout, et ils vont avoir ce bébé, et en fait pendant la grossesse, et que la cavale de Harry avec Hermione et Ron... ils vont aller chez eux d'ailleurs. Enfin c'est Rémus qui va venir les voir, pour pour rester avec eux dans la cavale et pour essayer de les protéger. Et Harry lui dit non mais t'as pas besoin de nous protéger. T'as d'autres choses à faire, t'es père de famille, tout ça maintenant. C'est ça, il lui en met mais il est très méchant. Ouais, il est très méchant. Il est vraiment vénère. Hein. Mais c'est parce qu'il avait le truc, tu sais, le collier dans les films, tu vois, t'es vénère avec le collier, tout ça, parce que t'es un peu pris. Enfin voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il dit. Et voilà, il lui dit en gros, ta femme elle est enceinte, rentre chez toi, t'as rien à faire ici, on peut se débrouiller tout seul. Et c'est grâce à ça
qu'il retourne chez lui, Lupin, et qu'il assiste à la naissance de son fils, parce que c'était à quelques jours. Ouais, c'est ça. Et parce qu'en fait, il s'en voulait trop. Il avait peur que le fait que ce soit un loup-garou, il le transmette à son fils. C'est ça. Et donc, quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, il voulait la tège, en mode non, il faut pas qu'on ait cet enfant, il va être un loup-garou et tout. Et elle était hyper compréhensive, en mode non, t'inquiète, ça va aller. Ça va aller, tout ça, et au final, il prend juste sa viande saignante. C'est ça. Et Par en contre, il fait, a les pouvoirs de sa mère. et il a les pouvoirs de sa mère, En fait, Dani. Il s'est mis trop bien, le petit. Amorphus, ouais, je sais plus, en gros, qui peut changer de tête et tout. C'est Et en génial, ce gros, pouvoir. à la fin, on voit Rémus et Tonks qui meurent, quoi. Ouais. Et en fait, ça, on le dit pas. Mais donc, Teddy, il s'appelle Teddy, Parce que oui, le il est petit. orphelin. Il devient orphelin. Il est élevé par ses grands-parents, qui sont Andromeda et Teddy. Et Andromeda, faut savoir que c'est la sœur de Bellatrix et de Narcissa, qu'elle a été reniée par sa famille parce qu'elle a marié un moldu, un émoldu qui est un pauvre souffle. Et bref, voilà. Et il faut savoir aussi du coup que Harry, c'est le parrain de Teddy. Et on le voit, du coup, je sais pas si on le voit dans l'épilogue de la fin, quand ils sont tous en train de prendre le train et tout. Mais dans les livres, en fait, on le voit. Dans le livre, ils sont là, il y a Teddy qui vient avec les enfants de... Avec ses enfants pour jouer avec les enfants d'Harry et tout. Ouais, et enfin, tous dans le même wagon et tout. Dans le... Très bien. Et bien, c'est bien. Moi, j'ai encore. Vous avez appris plein de trucs. Ouais, je pense qu'ils ont encore appris plein de trucs. J'ai 3 questions pour vous. Pourquoi 3? Parce que Hermione, Harry et Ron. Et en plus, elles sont pas du tout sur ces 3 personnages-là. Mais j'ai 3 questions qui restent un peu des questions sans réponse et j'aimerais un peu avoir votre expertise, vos théories, ce qui a été dit un peu par rapport à ces questions-là. Première question, comment Sirius Black a-t-il pu s'évader d'Azkaban? Alors ça, il y a une réponse. C'est que les détraqueurs, pareil, ils s'attaquent pas vraiment aux animaux. Tout ce qui a un rapport animal, en gros, les détraqueurs se nourrissent des peurs des gens ou des... Je sais plus si c'est des peurs ou des moments de bonheur. Du coup, tu ressens plus que de la peur. Du bonheur des gens et ils ne laissent que Ils ne laissent que la peur. Donc en gros, ils se nourrissent de tout. Ils se nourrissent du bonheur des humains, mais pas des animaux. Et en gros, du coup, Sirius s'est transformé juste en chien. Ouais. Parce qu'il pouvait le faire et il s'est barré comme ça après à la nage et voilà. En gros, ça s'est passé comme ça. En fait, c'est très simple. Vu que personne n'était au courant que c'était un animagus parce qu'il l'avait caché à tout le monde. En gros, ils se sont juste dit il y a un chien dans la cellule quoi. Et du coup, il s'est barré. Et voilà. En fait, ils perçoivent les âmes, mais des humains, mais pas forcément celles des animaux. Non, complètement. Et du coup, quand il s'est transformé en animal, enfin un chien, il s'est dit qu'il était mort. Et du coup, ils n'ont pas capté quand il est faufilé. Et en gros, il s'est juste barré à la nage et puis voilà. Mais il a mis quand même 13 ans à le faire. Et j'avoue qu'il aurait pu faire plus vite. Mais non, il attendait. Parce qu'en gros, pour lui, il se sentait vraiment coupable de la mort des parents. Il savait pas que Cuthbert était vivant. Il s'est évadé que quand il a vu dans le journal en Égypte la famille Weasley avec Ruta, il a fait putain. Voilà, en gros, il s'est dit ça, quoi. Il a tracé. C'est ça, exactement. Okay. Pas mal du tout, vous êtes bon. Deuxième question, pourquoi Harry Potter est confié à Pétunia après la mort de ses parents alors qu'il l'a détesté? En fait, comme on l'a dit au tout début, sa mère, elle s'est sacrifiée, elle a fait une vieille magie qui a protégé Harry, et en fait, c'est une magie du sang, et Pétunia, c'est la sœur de Lily, et donc c'est la dernière descendante vivante de ce lien sanguin, on va dire, familial, et en fait, tant que Pétunia est vivante et qu'elle est dans la maison là, elle a une protection sur Harry comme celle que Lily a utilisée avant de mourir. Et c'est pour ça qu'il le laisse chez les Dursley, même s'ils sont horribles, parce qu'en fait, il y a une protection magique que personne ne peut détecter. Et donc Harry, il est en sécurité là-bas. Très bien. Voilà. Ok, 3e et dernière question. Pourquoi le basilic et son venin n'ont pas détruit Harry Potter qui est un Horcrux? Alors là, putain, je savais pas, mais on l'a vu tout à l'heure, il y a 2 heures. Quoi. Ouais. Et c'était quoi? Attends, en gros. Alors en fait, il disait. Parce qu'il n'est pas vraiment mort, c'est ça? C'est ça. Il disait si le venin du basilic il détruit les Horcrux, pourquoi quand ils sont dans le 2, il n'a pas détruit l'Horcrux qui était exactement en Harry? La question, ouais.
En gros, c'est parce que le venin peut détruire du coup les Horcruxes. Ouais. Et du coup, il les détruit. C'était quoi? Le venin peut détruire, enfin, peut faire mourir complètement les Horcruxes et tout. En fait, Mais il faut que ça meure instantanément, on va c'est dire. ça, il faut que l'enveloppe qui cache leur crux Horcrux soit mourante abîmée et beyond abondante, repair. Enfin, genre, si tu peux plus le réparer, Et c'est vraiment détruit. Voilà, tu vois, comme si t'étais en train de mourir vraiment et que c'était terminé, tu vois. Voilà. En gros, mais comme il était pas vraiment mort quand il a eu le venin et il y a Fume Sec qui est arrivé, qui l'a soigné instant, bah du coup, en gros, il n'y a pas eu ce côté il va mourir, c'est sûr, il meurt, tu vois. Il était blessé par Il le était juste venin, blessé, quoi. mais comme il n'en est pas mort, et Par qu'il contre- a été guéri, ça Par fonctionne contre, pas. est-ce qu'il serait revenu à la vie comme il est revenu à la vie après avoir perdu l'Horcrux? Je pense que oui. En gros, il serait mort, il aurait je suis tué pas- l'Horcrux et il serait revenu comme ça, genre, comme ça, tu vois. Non, c'est faux. De toute façon. Parce Question que la suivante. prophétie. Non, mais parce que. Ah, l'enfer de ta. Mais non, de parce ton que la avis. prophétie dit que leur crux, il doit être. Enfin, genre qu'ils doivent Ça se doit être tuer de Voldemort. la main. Mais techniquement, de l'un c'est ou la de main l'autre. de. Ouais, c'est la même chose. Parce que le basilic, C'est vrai que c'est un Et outil ouais, de Voldemort. J'ai Ouais. j'ai Jenner dans le chat qui m'apporte une précision sur l'histoire de Sirius Black et qui dit qu'en fait il se force et devient très maigre Ouais, non, et donc j'ai il lu. peut partir plus facilement Mais de j'ai lu ce qu'il a pour dit, mais j'ai repasser pas à répondu travers, parce que c'est faux. à travers les Passons à autre chose. à travers les barreaux. On va parce que là il est déjà à 19h28 mais j'aimerais qu'on parle des animaux fantastiques. Un petit peu. On va vous pitcher un peu les animaux fantastiques 1 et 2 pour que vous ayez un peu une idée et qu'on vous ramène un peu les éléments qui vous permettront d'aller voir le troisième et puis ensuite on posera quelques questions à Magdalene sur le troisième et si il faut le voir, pourquoi il faut aller le voir et comment se comporte Mads Mikkelsen qui a remplacé du coup Grindelwald et Johnny Depp. Les animaux fantastiques, c'est 70 ans avant les aventures d'Harry Potter. C'est avec Norbert Dragono. Je suis pas mal, je suis bon. J'ai C'était même pas très révisé. Ouais, tout à l'heure pro, j'aurais pu dire Drago quoi son Malfoy. métier Hein C'est quoi ton métier? Mon métier Non. Pas le tien, pas le tien. Celui de Norbert. il est protecteur des animaux. Il est Il magique. est magie-zoologiste. Ouais. Magie géologie. Yes. Yes. Et c'est celui qui a fait le livre que Hagrid donne dans le 3 à tous les étudiants, là, le monstrueux livre des monstres. Là. Oui, aussi, c'est lui qui l'avait fait. Et il y a oui, son c'est nom ça, dessus. c'est Ah, ces je savais anecdotes-là Tu qu'on vois, celui-là, veut. ça, je savais pas. Ah oui, il y a son nom dessus. Mais je l'ai re-regardé pour être sûr. Ok. Parce que Ben je savais voilà. que je savais que j'avais déjà vu son nom quelque part. En fait, il a fait 5 tomes de ça, Mhm. avec un répertoire des animaux fantastiques. Et donc, ça, c'est à la base, tout est né de ça. Et en fait, elle avait déjà créé un peu dans sa tête, J.K. Rowling, toute une backstory de Norbert Dragono, de la magie, zoologie et tout. Et du coup, quand ils ont voulu développer cette idée-là, ils l'ont mis aux commandes du screenplay, Mhm. qui était un tout petit peu une erreur, dans le sens où c'est une romancière, c'est pas une scénariste. C'est ça, ouais. Et du coup, il y a, en fait, moi je les ai trouvés très bien, mais il y a trop d'erreurs. Il y a trop de choses, c'est trop fouillis en fait. Il y a plein de fanservice un petit peu, il y a plein d'incohérences. On nous donne pas mal d'informations sans background. Et là, on peut pas se référer au film comme nous on vient de faire avec les Harry Potter parce qu'on a des réponses dedans. Vu que ça c'est juste une encyclopédie, il n'y a pas d'histoire, hein, c'est vraiment A c'est ça, B c'est ça. On n'a pas d'appui quoi derrière. Et Non, il y y a a trop rien, de quoi. choses qui. Mais je crois qu'il y a des livres quand même des animaux fantastiques. À Non, part c'est. Hein? Il n'y a pas des livres? Non, c'est le screenplay. Ok, bah j'ai pas vu. C'est juste le scénario, mais mis, tu sais, comme, Ah, je vois, comme pour la scène de ouais, théâtre. je vois. Qui était très C'est bien pareil. Ouais, voilà. joué. Ok. Il y a Jeanne qui nous laisse, merci d'être passé. Jeanne Macalorien qui nous rejoint. Salut Macalorien, va, voilà, si t'es nouveau. On est en train de parler des animaux fantastiques Elle est où, après avoir fait une énorme émission sur Harry Potter. Abonne-toi si t'es nouveau et puis sinon voilà, tu peux nous poser toutes tes questions. Du coup, les animaux fantastiques, donc c'est sur cette histoire-là. C'est les aventures de Norbert Dragono, c'est très géopolitique aussi. Très, ouais. En fait, il faut vraiment partir du principe que déjà, ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Faut pas aborder le film en se disant, en fait, on va retrouver le monde, l'univers, mais il faut bien garder en tête que dans Harry Potter, on est dans un contexte scolaire. La plupart des choses se passent dans l'école ou dans un contexte
scolaire où on a une évolution du coup pendant 7 ans des personnages. Alors que là, on est dans le monde des adultes. On n'est plus à l'école, c'est des choses qui se passent pour de vrai. Et en fait, ils ont été très malins là-dessus. C'est que les animaux fantastiques, c'est vraiment, ça parle aux adultes qu'on est aujourd'hui, mais qui étions enfants avec Harry Potter. Ouais. Et donc on a grandi, donc c'est toujours la même cible, mais pas la forme, pas la même forme, quoi. Et du coup, ouais, il y a beaucoup de contextes politiques qui sont abordés dans les animaux fantastiques. On parle de sauvetage, préservation des animaux, des faunes et de la flore avec Norbert et sa magie zoologie. On parle aussi des conditions des justices sociales avec la condition des sorciers qui sont, on va dire, un peu malmenées par rapport à celle des moldus. Cette envie de Grindelwald qui veut dominer les moldus et qui veut plus que les sorciers se cachent. C'est ça. Il y a encore ce rapport à la Seconde Guerre mondiale, du coup. Ouais, ça, c'est un peu un paradigme de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, la naissance du nazisme, et c'est un peu la même en fait. C'est un peu pareil. Et on retrouve un peu ça avec Harry Potter aussi et Voldemort, en vrai. Bah oui, complètement. Vous qui êtes du coup des grands fans de la saga Harry Potter, quand les animaux fantastiques débarquent au cinéma, vous êtes heureux, vous êtes craintif, J'étais impatient moi de le voir. Ouais. J'ai vu ça comme un nouveau film, pas du tout comme si c'était un Harry Potter. Ouais. Moi je voulais retrouver ce monde-là, tu vois. C'est ça. D'une nouvelle histoire, quoi. Juste le fait de repartir à zéro, quoi. Ouais, et puis juste retrouver ce qui nous est cher, en fait, l'univers il est tellement dense, il est tellement incroyable, il y a tellement de choses que c'était juste, il y a tellement d'histoires qu'on peut raconter en fait. Ouais. Et moi je le voyais plus comme ça, avoir une nouvelle histoire mais dans ce monde-là qui nous est cher, plus que de retrouver du Harry Potter pur. Et du coup vous êtes séduit par les 2 premiers films, vous les avez bien aimés, ils ont été un peu critiqués. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes sur pourquoi il y a pas, enfin il y a eu pas mal il y a pas Harry Potter donc c'est moins bien. Il y a pas tout ce truc là donc c'est moins bien. Le 2 était un peu mieux mais je pense que parce qu'on a retrouvé un personnage, on a retrouvé Dumbledore et tout ça. On a vu Dumbledore aussi parce qu'on en parlait que dans le 1 mais on l'avait pas vu. Ouais, on voyait juste le gant. Donc, moi le 1 je l'ai moins aimé parce que du coup il y avait trop de, comme il n'y avait pas de personnage du monde d'Harry Potter, le fait de rajouter quand il y avait un petit blanc ou un petit point tranquille on va dire dans le film, ils mettaient la BO d'Harry Potter, tu vois. Je trouvais ça triste parce que du coup ça donnait pas d'identité propre aux animaux fantastiques. Et après ils ont rajouté Dumbledore et du coup là il n'y a plus besoin de faire un parallèle avec la musique, etc. Donc il y a déjà un personnage que tout le monde connaît qui est emblématique et voilà. Bah moi j'ai bien aimé justement le 1 parce qu'ils ont amené toutes ces créatures, genre Norbert, enfin un pouf souffle mis en avant et tout ce contexte là j'ai bien aimé. Et le 2 pour moi c'était un casse-gueule total parce qu'en fait ils ont voulu faire trop de choses en même temps. D'abord on parle de Norbert Scamander, de la magie zoologie, de sauver les animaux. Ok, ils se sont échappés à New York, faut les récupérer, machin et tout. Alors ok, ils ont bien introduit Grindelwald dans ce moment-là, mais dans le 2, toute l'histoire avec croyance, l'estrange, le fait qu'il serait le fils perdu de je ne sais pas quoi, ça a embrouillé plus qu'autre chose. Et on s'est éloigné du coup de des animaux fantastiques et de la protection. Tournure, en fait. Ouais, ça a pris complètement en fait une autre tournure. Et sans spoil, mais du coup le 3, pour moi c'est le meilleur des 3, mais ça sauve les meubles. En fait ça essaye de garder debout ce que ça peut quoi, mais la conclusion est hyper hâtive et en fait au final on nous balance plein d'infos sans background, sans corrélation entre les unes et les autres, et on te laisse juste là comme ça. On a l'habitude avec Harry Potter qu'il y ait les livres pour nous aider à comprendre mieux. Ouais. Et là il n'y a pas. Donc en gros, t'as des films Harry Potter où il n'y a pas toutes les infos, mais sans les livres. Donc, au final, tu te retrouves avec genre un film vide un petit peu. Il n'y a pas de corrélation justifiée entre les informations. Et je trouve ça, en fait, pour moi, c'est ce qui fait que ça tient pas entièrement debout. Et c'est pas pour la mettre en fautif, hein, mais c'est comme si c'était pas son travail, en fait. Elle a pas su amener, je pense, correctement, en fait, c'est dans les dialogues et dans les scènes,
ces choses-là qui nous manquaient. Et je trouve qu'on le retrouve dans le 3 justement parce que Steve Kloves, qui est le scénariste qui a écrit le screenplay des Harry Potter, est venu l'aider à faire le screenplay du 3 et ça se ressent. Là, on ressent vraiment aussi dans les 2 premiers, je trouvais que c'est trop rapide. Il n'y a pas de temps de pause pour digérer justement les informations. C'est bam, 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 bam. Et dans le 3, c'est plus posé. C'est plus dramatique, mais c'est plus posé. T'as vraiment cette essence d'Harry Potter qu'on retrouve. Et bien justement, pour conclure cette belle émission, quels sont les éléments qui nous donneraient à nous envie d'aller voir Harry Potter 3 ? Non, les Animaux Fantastiques 3. Sur quoi on peut s'appuyer ? Est-ce que c'est les acteurs ? Est-ce que c'est l'histoire ? Est-ce que c'est mieux que le 1 et le 2 ? J'aurais compris, oui. Alors, ouais, en fait, le 1 était super bien parce qu'il amenait ce renouveau, on va dire. Le 2, c'était trop fouillis. Le 3, c'est encore un petit peu fouillis. Mais esthétiquement, déjà, ça se voit qu'ils ont du budget parce qu'il est incroyable. Esthétiquement, visuellement, c'est magique. Et on voit d'autres endroits, donc là, je vous spoil pas, hein, mais on passe par l'Allemagne, on finit au Bhoutan, on est dans une cadre d'une élection majeure du monde des sorciers international. On est vraiment dans cette montée du fascisme, il y a plein d'enjeux politiques qui sont vraiment importants, et je trouve que du coup, même s'il manque des choses et que c'est encore un petit peu fouillis, c'est vachement bien amené, c'est vachement bien posé. Et non, franchement, il était vraiment très cool. Et comme dit, moi j'ai retrouvé cette essence qui me manquait dans les 2 premiers d'Harry Potter. Ouais. Et là, on la retrouve. Et ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup. J'ai eu ma petite larme à la fin. Genre, j'ai eu des petits moments d'émotion. Mais vraiment, à la fin, ça m'a lâché une petite larme. Et j'étais là. Bon elle nous a donné envie de le voir, moi j'irai le voir. On ira le voir ensemble avec Alex. J'espère que vous irez le voir, j'espère que cette émission vous a plu. Merci, vous avez été plus d'une quinzaine à nous suivre tout au long de l'émission, donc ça fait vraiment plaisir. C'est le moment de vous annoncer la belle et grosse info. Dans 2 semaines, nous reviendrons du coup mercredi 4 mai pour un live de 10h30 à 19h30. Donc tout au long de la journée. Et si, mon cher Alex, c'est pas vrai. Voilà, il y aura de la musique, il y aura de la psychologie, de la pop culture, toujours du sport avec l'équipe Ketchup Mayo. Peut-être de la cuisine. En tout cas, voilà. On vous teasera un peu tous les contenus et les invités parce qu'il y en aura. Il y aura peut-être le retour de quelqu'un qui a partagé ces émissions avec nous. On verra. Ça commence par coup, ça finit par et ça fait pas de cuisine. Et voilà, donc on espère vous voir nombreux le 4 mai sur toute une journée, ou en tout cas passez une tête, mettez-le en fond pendant que vous travaillez ou pas, et puis dès qu'il y a un sujet qui vous intéresse et qui vous accroche, montez le volume, puis rendez-vous au premier virage comme on dit en Formule 1. Voilà, merci à vous, merci à tous les deux pour cette belle émission, et puis Forza Milan. Non, j'ai ciao. Allez, ciao. Je l'ai fait trop incroyable.